Ça y est, on est en direct ce soir avec Jean Barret pour venir parler du livre Le Monde de Julia, qu'il a coécrit avec Hugo Bellagamba, qui est paru au label Mu. Voilà le livre, là de toute façon. Donc, c'est un projet un peu particulier, Le Monde de Julia. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la genèse de ce projet ? Parce que c'est un projet que Hugo a d'abord commencé par mûrir, lui, de son côté. C'est ça. C'est effectivement Hugo qui portait le projet en lui depuis, pendant quelques temps. Il avait souhaité faire un conte de science-fiction avec un tout petit peu de touche juridique, de questionnement sur le vivre ensemble, sur les grandes lois qui peuvent animer les sociétés. Et puis, voilà, il portait ce projet et on s'est rencontrés à l'occasion du festival Les Imaginales. Des Utopiales. Des Utopiales, excusez-moi, exactement. On a évidemment sympathisé. Et puis, il m'a proposé à ce moment-là de voir ce que je pouvais faire avec son histoire. Donc je l'ai lu, j'ai évidemment beaucoup aimé. Et ça m'a amené à écrire alors de façon très désynchronisée, puisqu'il avait fait déjà... entre guillemets, ce qui est devenu sa partie. J'ai fait ensuite la mienne, voilà, ce qui a donné une alternance de chapitres et le roman tel qu'il est aujourd'hui. D'accord. Donc en 2021, vous aviez présenté le texte aux Utopiales. Oui. À ce moment-là, vous cherchiez encore un éditeur, je crois. Exactement, vous étiez dans la... Oui, j'avais assisté, c'est pour ça que je... Oui, on a eu une table ronde grâce à Jeanne Debat qui organise le festival. On a eu une table ronde sur le monde de Julia, mais disons la notion de justice, la notion de droit dans la science-fiction et la notion de société à nouveau. Comment est-ce qu'on fait pour vivre ensemble quand il y a plusieurs communautés éclatées? Est-ce qu'on peut les rassembler? Est-ce qu'on peut trouver un lien commun et un lien juridique commun? Donc on a eu effectivement, et on avait fait un petit appel en effet à éditeurs. D'habitude c'est éditeurs qui font des appels à texte, nous on a fait un appel à éditeurs. Voilà. Et exactement. Et maintenant, alors ça n'a pas été directement lié, parce que je ne suis pas certain que David, l'éditeur Mu, je ne crois pas qu'il était là sur la conférence, mais oui, ça a fait circuler un peu l'histoire en tout cas. Exactement. Donc vous avez écrit au final à quatre mains, mais de façon un peu désynchronisée. Comment est-ce que vous avez réussi à lier ces deux textes? Parce que c'était pas si simple, c'est quand même deux histoires très très différentes. Ce sont des histoires différentes. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé, donc je disais, j'ai lu le texte d'Hugo, et donc on suit la jeune fille Julia, qui est éduquée dans l'idée de lui apprendre donc à nouveau les grandes règles, les grandes questions juridiques qui peuvent permettre à des gens de vivre ensemble. Et on suivait de très près, la caméra, si je puis dire, littéraire, était collée de très près sur Julia. Et on voyait qu'il y avait un univers post-apocalyptique, on voyait que les sociétés s'étaient effondrées, qu'il y avait tout à reconstruire, mais on n'en voyait pas plus. Alors déjà, naturellement, moi ça m'a amené à m'intéresser à ce qui se passait autour. Tous ces univers justement déstructurés. Et puisque Hugo traitait des grandes questions du vivre ensemble, je voulais montrer par conséquent en contrepoint qu'est-ce qui se passait si on ne suivait pas ces grandes règles-là. Et alors ça a amené à faire un balancier entre l'idéal, les idéaux, et puis le concret, ce qui se passe quand les sociétés ne suivent pas cet idéal. Et ça a mené aussi donc des ruptures permanentes, puisqu'on a quelque chose un récit assez doux, je vais dire, assez... oui, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, mais voilà, assez doux d'un côté, et quelque chose de beaucoup plus dur de l'autre. Plus proche de ça. Beaucoup plus proche de ça. Après, c'est mon style, et il n'était pas question, on s'était dit aussi avec Hugo, c'était un point important pour nous, de ne pas se perdre l'un l'autre. Lui garder son style, moi le mien. Est-ce que ça allait faire un mariage de la carte et du lapin? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, on s'est dit, on va garder nos forces et nos faiblesses réciproques. Bon.
Et comment on a harmonisé ça? Du coup, ce sont deux approches très différentes. Alors pour faire un tout petit peu, une parenthèse vraiment très légère, juridique, ce sont des approches différentes qui relèvent l'une du droit naturel, l'autre du droit positif. C'est-à-dire, en très vite, le droit naturel, c'est précisément les règles de droit qui sont censées, pour lesquelles n'importe quel être humain, à partir du moment où il vit en société, est censé pouvoir retrouver, parce que c'est une intelligence humaine de vivre ensemble. Versus le droit positif, qui est juste la règle de droit sanctionnée par la force. Et le droit positif, ça peut être n'importe quoi. Un État totalitaire a évidemment du droit positif, très sévèrement sanctionné. Mais ça reste du droit, c'est un outil législatif productif de normes. Tandis que le droit naturel, eh bien, voilà, sont des grandes idées, mais fortes et qui peuvent être concrètes. Et idéalement, le droit positif recouvre le droit naturel, ou au moins en partie. Et donc ça se lie naturellement, si je puis dire, ça se lie en tout cas relativement facilement, parce que sa partie, j'ai pas eu du tout à la toucher, et il n'a pas eu du tout à toucher la mienne. Après, il a fallu que les deux histoires se rejoignent, mais l'idée, c'était pas d'interférer dans son histoire. L'idée, c'était d'ouvrir le monde et de mettre un balancier, un contrepoint à ce que lui faisait. Voilà. Donc ça s'est harmonisé finalement très simplement, sans travail particulier de notre part à tous deux. Voilà, je disais presque organiquement. En 2021, vous étiez déjà venu parler un peu de droit dans l'imaginaire. Donc déjà, on vient de faire un rappel droit naturel, droit positif. Et le rapport entre le droit et la justice. Ah oui, c'est aussi une vaste question. Parce que là, on retrouve un peu cette question. Oui, et on retrouve aussi cette question. On retrouve aussi cette question. Le rapport entre le droit et la justice, évidemment, il est très, très intime, il est très lié, puisque dans nos sociétés en tout cas, c'est le droit qui est censé amener, ou les règles de droit et le respect des règles de droit, qui est censé amener à de la justice. Après, la justice, c'est pas forcément de la loi. La justice, ça pourrait être tout mécanisme qui vise à dire qui a tort et qui a raison dans une opposition de volonté, de façon juste pour la société qui considère ce qui est juste. Alors ça pourrait être, pourquoi pas, tiré au sort, dans d'autres sociétés ça peut être des épreuves, pourquoi pas un duel. Bon là on passe sur des sociétés un peu plus théocratiques qui ont tendance à dire que forcément Dieu choisira celui qui a raison, mais ça peut être vu comme une façon juste de régler un problème. Alors, dans nos sociétés on a, j'allais dire évolué, mais je sais pas, en tout cas on est sorti, je sais pas si on peut dire ça, mais enfin, on est sorti de ces concepts et on s'est dit non, nous on va éditer tout un tas de règles de droit, et ces règles de droit, si on les respecte, forcément donc une situation juste émergera. Donc la justice, l'idéal de justice, c'est ça, c'est faire en sorte que quand quelqu'un perd et un autre gagne, dans une situation où les gens s'opposent, normalement la société va dire ok c'est bien, c'est normal que ce soit lui qui ait gagné, c'est normal que ce soit lui qui ait perdu. Le droit se rajoute à ça, ça peut rendre les choses extrêmement compliquées, et ensuite on peut considérer l'institution judiciaire, qui n'est pas forcément la justice, mais qui a pour vocation avant tout d'éviter que les gens règlent entre eux la problématique. Parce que sinon c'est fusil ou fusil, et puis c'est pas forcément juste. C'est celui qui sera, ou alors ce sera la loi du plus fort qui, entre parenthèses, n'est jamais une loi, au sens juridique du terme. Précisément, c'est pas du tout une loi. En tout cas, certainement pas une loi naturelle, de droit naturel. Et donc, voilà, cette institution judiciaire, elle vise à éviter que les gens s'entretuent. Donc, il faut départager un qui a raison et un qui a tort. Et voilà, tous les schémas sont possibles. Et nous, donc le droit est intimement lié à ça. Après, ce qu'on note dans notre société, et surtout dans les temps actuels, c'est que les gens, enfin les citoyens ont tendance à penser que une décision de justice, décision judiciaire, n'est plus jamais juste. On a tendance à penser qu'il y a plein d'autres raisons qui animent les juges ou X, Y ou Z qui fait que le résultat n'est pas juste. Ce qui est très grave, puisque l'essence même de la justice, c'est précisément d'apaiser les gens et de dire que voilà, vous inquiétez pas, un tort a été commis, il sera réparé. Donc, lien dans nos sociétés très intime entre les deux, mais pas obligatoirement de lien dans d'autres sociétés.
on sent que là c'est un peu la question malgré tout. Ah ben oui, alors là oui, parce que nous restons des auteurs, on va dire occidentaux, donc oui, on est des juristes, donc forcément on a été éduqués à l'idée que oui, c'est mieux s'il y a une règle de droit qui fonctionne, et c'est mieux si on a une situation, si la justice tranche. N'oublions pas que la justice c'est une épée, un glaive pour trancher. La bandeau, pour être aveugle, il ne faut pas qu'elle voie il ne faut pas que justement elle soit influencée par des caractéristiques qui ne relèvent pas de la règle de droit. Donc elle est là pour trancher, et c'est quand même mieux, normalement, parce que précisément ça va se passer en fonction des règles de droit. Donc oui, on a cet idéal-là. On va parler une question, je pense que tu as fait. Oui, mais il sait qu'il doit attendre après les questions. On va parler un peu pop culture, parce que déjà dans les romans précédents, il y avait beaucoup de références à plein de choses, c'est souvent ça qui apportait une bonne dose d'humour. Là, pareil, parce qu'on va donc avoir des sociétés qui vont se baser sur ce qui leur reste de films, de livres, de choses comme ça. Comment est-ce qu'on équilibre les références très connues et celles nettement plus obscures? Alors d'abord, je vais répondre à votre question, mais d'abord peut-être une petite précision. Qu'est-ce qu'il y a de pire comme droit positif? Là, en général, quand on pense à des droits positifs dégagés du droit naturel, donc vraiment de la pure règle sanctionnée par la force publique, on pense, donc je disais, aux dictatures, aux dictateurs, mais il y a une logique, je vais dire, qui est celle de je veux le pouvoir et je le maintiens par la force. Et je dis que vous n'avez pas le droit de faire ça parce que c'est moi qui ai raison. Il en grave, mais c'est pas forcément le plus fou. Le plus fou, ce serait une société qui suit des règles sans vraiment même plus comprendre pourquoi elle les suit. Ou qu'elle croit les comprendre, mais ça n'a aucun sens. Donc pour mettre en scène cette illustration de la folie de la règle positive dégagée de toute logique, ça m'a donné envie de partir du principe, comme en plus on est dans un univers dystopique, de société éclatée, d'humanité brisée et qui a perdu ses repères. Elle cherche les repères, et il y a donc des clans qui se forment et qui tombent sur un livre ou un film, ou pourquoi pas même une musique avec des paroles de chansons, et ils se disent ah ben c'est ça qu'il faut faire, voilà, c'est comme ça qu'il faut vivre. Et ces gens-là à l'époque sûrement ils savaient ce qu'ils faisaient puisqu'ils ont écrit des livres, donc quand même c'était pas des idiots, donc on va suivre ça, et puis on va frapper ceux qui ne le suivent pas. Donc ça génère des clans ou des micro-sociétés vraiment folles, et je pense que c'est la meilleure façon d'illustrer ce qui se passe quand on ne réfléchit pas du tout à qu'est-ce qu'il faut faire dans l'idéal, qu'on se contente de suivre une norme. Après, c'est aussi une façon de dire que toute communauté humaine a besoin d'une structure, on a besoin d'un ordre, en tout cas les sociétés en ont besoin. Si on veut vivre en société, il faut qu'on s'entende sur qui a tort et qui a raison, à nouveau. Et si on s'entend sur qui a tort et qui a raison, à un moment donné, il faut une force publique, il faut tout ça, etc. Donc on a ce besoin d'organisation, on a ce besoin de structure, il ne faut juste pas qu'il soit complètement fou et qu'il tourne à vide. Je reviens à votre question, donc du coup ça m'amène à traiter de la pop culture. Et qui est un thème qui m'intéresse beaucoup, on en reparlera peut-être un peu, je posais peut-être d'autres questions sur la pop culture, mais c'est un thème qui me passionne depuis quelques années, que je travaille beaucoup. Et donc pour répondre à votre question, comment on balance, comment on équilibre les références très connues et les références moins connues? Ben, il n'y a pas une formule mathématique idéale du tout. En revanche, je pense que les premières œuvres auxquelles on expose le lecteur, il faut qu'elles soient idéalement connues. Alors on s'adresse quand même à un lectorat de science-fiction, a priori quand même familier un peu les univers de pop culture. Si vous tombez sur ce livre en n'étant absolument pas intéressé par ça, par la pop culture en général, de toute façon c'est foutu, c'est pas mon lectorat, la personne ne comprendra rien. Donc on reste sur quelque chose, je me dis on part sur des gens qui sont quand même a priori un peu familiers, donc on démarre avec des moments ou des œuvres iconiques qui parleront a priori à tout le monde, et de temps en temps on va glisser une référence peut-être un peu plus obscure, avec l'espoir que soit ça donnera envie au lecteur qui ne la connaît pas de s'y intéresser, ou soit il sera satisfait de dire ah ben je suis pas le seul à connaître ça. Voilà. Mais après j'ai mis, je pense, beaucoup plus d'œuvres très connues que d'œuvres peu connues. Donc le but c'est pas non plus
de noyer mais le lecteur sous un tas de références obscures qui peinera à comprendre. Hein. Surtout que, mais une de temps en temps c'est bien parce que ça peut confronter le lecteur qui, tant qu'on connaît l'œuvre, on connaît la logique interne de l'œuvre, donc on imagine facilement qu'est-ce qu'une société ferait si elle suivait cette œuvre. Si on ne connaît pas l'œuvre en question, au moins une fois, c'est pas mal, parce que ça vous confronte réellement à une société dont vous ne comprenez pas le sens. Il y a quelques exemples d'ailleurs de pop culture, de gens confrontés à des systèmes juridiques dont ils ne comprennent absolument rien, et qui les plongent dans des abysses de perplexité, et même de douleur morale et autres. Donc c'est bien aussi, voilà, mais il faut que ça reste léger, si possible. Après, mes références ne sont pas forcément celles de tout le monde, mais tout de même, quand vous faites 2-3 œuvres très classiques, si quelqu'un ne connaît pas Matrix, Star Wars, Star Trek, Harry Potter, bon, bah, effectivement, pourquoi il dit ça, voilà. Bon, mais alors ceci dit, il découvrira peut-être plein de choses et ça sera merveilleux pour cette personne, mais voilà. Là, on était plus Fight Club, Métro. Alors là, Métro est évidemment beaucoup plus peut-être obscur entre guillemets que Fight Club, qui est quand même peut-être plus répandu. Brésil, ça peut dépendre. THX 138, je pense que c'est quand même. Voilà, THX 138 c'est plus pointu. Brésil, c'est relativement connu, je pense, pour ceux qui aiment. Peut-être pas chez les très jeunes gens qui. Bah oui, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Non, mais je pense que si les grands classiques. En tout cas, à chaque fois, je rencontre de jeunes personnes, même jeunes personnes, je veux dire vingtenaires, trentenaires, ce qui, du coup, pour moi, sont des jeunes personnes, maintenant. Je vous regarde, monsieur, soyons solidaires, et nous aurons les cheveux blancs. Attendons un peu. Voilà, en général, les grands classiques, quand les jeunes s'intéressent à ces univers-là, les grands classiques, ils les connaissent. Mais Brésil, peut-être pas tout le monde. Voilà. Terra Ignota non plus. Ouais, Terra Ignota non plus. Parce qu'on a Fan Club. Voici un peu de Terra Ignota. Voilà. C'est ça. Alors Terra Ignota, parenthèse, je me disais, je cherchais un univers qui soit pas si dystopique que ça. Parce que bon, c'est bien aussi de montrer qu'on peut tomber par hasard sur un livre qui mettrait en scène des règles pas si dramatiques à suivre. Et j'en ai parlé à mon éditeur. Il se trouve que mon éditeur, le Bélial, parce que je suis très majoritairement au Bélial, publié, forcément, il m'a dit, ah, mais tiens, et à l'époque, il n'était pas encore sorti le tome dans lequel les règles juridiques sont vraiment établies. Donc je m'étais dit, ouais, c'est sympa, il y a au moins un univers un peu plus positif. Voilà. Il en faut un. Mais c'est vrai que c'est pas connu de tout le monde. Tant mieux, ça peut être. Voilà, ça confronte le lecteur à une interrogation sur mais comment ça fonctionne ces sociétés. Voilà. J'ai posé la question sur Instagram aujourd'hui pour demander aux gens justement quel roman ou quel film ils choisiraient pour réglementer leur société du futur idéal. Alors on a beaucoup cité Becky Chambers, hein, évidemment, c'est un peu la référence, avec entre autres Histoire de moines et de robots. Mais je remarque que dans cette SF positive, la question du droit et de la justice, elle n'est pas vraiment développée. Non. Donc est-ce que c'est qu'on ne peut pas imaginer une utopie à tous les niveaux, poser ces questions-là? Si on pourrait, on pourrait. La difficulté, c'est que pour imaginer une utopie réaliste, fonctionnelle, j'entends, dans ces univers-là, déjà, il faut quand même être juriste. Hein. Parce qu'à un moment donné, c'est comme tout, hein, si je devais imaginer une nouvelle thérapie ou un nouveau matériel médical, je ne serais peut-être pas le mieux placé parce que j'y connais rien. Donc je vais probablement dire de très grosses bêtises, même si je m'y intéresse un peu. Donc ça demande des gens qui ont au moins une formation, pas besoin d'être peut-être un professionnel aguerri, mais tout de même une formation, ce qui n'est pas si évident. Il y a quelques-uns des auteurs qui ont des formations juridiques, il n'y en a pas non plus des tonnes. Et ça demande aussi l'envie de traiter ces questions-là, qui je pense ne sont pas forcément au premier plan d'une envie d'un auteur. De la même manière que l'économie, les mécaniques économiques fines, si on veut sortir de la mécanique capitaliste qu'on connaît tous, c'est pas si évident. Si vous n'avez pas une formation économique, vous allez, oui, alors vous pouvez partir sur du délire, mais qui ne sera pas intéressant parce que ça ne marcherait jamais. Donc si vous voulez faire une utopie réaliste,
ça vous demande voilà, cette formation-là, et puis cette envie de vous interroger là-dessus, de creuser ça, avec la crainte aussi de perdre peut-être un peu le lecteur, qui au fond, éventuellement s'en fiche. Il n'est peut-être pas là pour ça. Donc il y a cette complexité qui fait que ça manque souvent. Mais même régulièrement aux Utopiales, j'ai de toute façon une table ronde sur la question du droit et de l'imaginaire, on va dire. Et c'est pas que pour ce livre qu'on a eu ça. Et c'est vrai qu'on fait facilement le constat, mais tous, si on veut faire l'effort d'y réfléchir, que les œuvres, même les plus connues et les meilleures pour nous, manquent cruellement de fond, de réflexion sur comment les gens vivent en société, comment l'économie fonctionne, comment la justice fonctionne, sont quoi les règles de droit, quels sont les rapports entre les gens. Ça manque. Mais ça manque aussi parce que les éditeurs vont vous dire oh, oui, mais vas-y mollo sur le droit, l'économie c'est bien, mais mon lecteur il va là pour ça. Donc, mais ça manque vraiment cruellement. Après, parfois je pense qu'il ne faudrait pas beaucoup. Ça demande beaucoup de réflexion, mais pour peut-être pas beaucoup de choses en plus dans le livre. Mais c'est vrai que c'est rare. Pour pas dire. Ou non, c'est pas inexistant, mais c'est rare. Donc vous avez eu quoi comme votre réponse J'ai surtout eu ça. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut vivre dans l'univers de Becky Chambers et y rester, on est bien chez Becky Chambers. On reconnaît bien quand même votre lectorat. Enfin, le lectorat de la librairie, complètement. Et tout le monde est d'accord ici, je pense qu'avec cette... Ça me dit rien. Non, mais ça sera après. Non, mais vous lisez Lovecraft aussi, c'est pas possible. Ça marche pas, ça check pas, pareil. On va lancer... C'est moins sympa en utopie. On va lancer la petite vidéo. Si l'ordinateur est d'accord et il ne s'est pas complètement éteint. Je savais bien que madame était profondément raciste. Avec les questions... d'Hugo. Si ça veut bien venir, non, ça ne veut pas, évidemment. Il reste tétanisé. Cher Jean, tu es au nuage vert et malheureusement je ne suis pas. Mais j'ai préparé ce petit enregistrement pour toi et pour le public, je suppose nombreux, qui est venu t'écouter et de signer Julia. Alors voilà ma question. J'ai longtemps réfléchi pour qu'elle soit la plus déstabilisante possible et la plus difficile. Si nous avions écrit Julia au 19e siècle, penses-tu qu'elle se serait appelée Louise? Voilà, tu as à peu près un quart d'heure pour y répondre. Et si jamais tu avais un petit blocage, ce que j'aurais pu te demander, c'est au fond, toi, en tant que juriste, en tant qu'avocat, en tant qu'auteur de science-fiction, que penses-tu de la part du progrès technique dans l'amélioration des sociétés humaines? Est-ce que tu penses finalement que depuis que nous avons maîtrisé le feu, nous avons fait fausse route? Que peut-être il reste un espoir pour notre humanité, et s'il y a eu des imprimeurs et des livres, peut-être qu'il reste encore un espoir pour sauver notre pauvre humanité. Voilà, je t'embrasse, je te souhaite une très bonne soirée, et j'espère que tu auras de bien meilleures questions que celle-là. Au revoir. J'avais démarré un peu soft avant que ça. C'est très raide. Je préfère, ceci dit, largement la seconde question à la première. Oui, mais moi j'ai des réponses pour la première en fait. Il m'a dit ce qu'il faut répondre. Voilà, donc on commence par la deuxième. C'est pire du coup, alors, je peux vraiment dire des bêtises. Ok. Je répondrai oui à la première question. Et alors la seconde, vous me direz si oui c'est la bonne réponse. La seconde, la part du progrès technique, oui c'est une question très intéressante. Et il faut bien 2-3 minutes pour y répondre parce que ça se répond pas comme ça. Je pense que le progrès, la notion de progrès technique, je pense que le progrès technique effectivement existe depuis probablement le moment où on a trouvé comment maîtriser le feu. Mais la notion de progrès technique, la notion sociale et intellectuelle de progrès technique, elle est récente comme projet de société, elle arrive avec l'industrialisation, les sociétés, au contraire, les sociétés antiques, anciennes, agricoles, de droit divin, ce que vous voulez, sont centrées beaucoup plus sur la notion, au contraire, de permanence, d'état, d'état pas au sens du terme, mais d'état du monde qui doit rester stable, qui doit rester tel qu'il est, parce qu'il est bien, parce qu'il est bon. Arrivé au moment de tout ce qui est la révolution industrielle,
on a commencé collectivement à se raconter l'histoire du progrès technique suivant le progrès prétendument spirituel, humain, etc. Et donc on s'est mis à produire de plus en plus, parce que c'était censé nous permettre collectivement d'aller mieux, d'évoluer, d'être plus riche, plus libre, et donc forcément meilleur. Et je pense que c'est une notion qui est toujours là, mais qui commence à être sévèrement battue en brèche, mais c'est une notion qui nous a porté là jusqu'à ces dernières mêmes années, je dirais. Et puis on a commencé à avoir un coût écologique au progrès technique, on a commencé à avoir un coût humain au progrès technique, et puis le capitalisme s'est accéléré, s'est développé, a commencé à absorber toutes les strates de la société, toujours dans cette logique productiviste essentielle dans la théorie à notre progrès à tous. Et là-dessus, oui, il y a beaucoup de choses à dire, parce que c'est un modèle qui est battu en brèche, je disais, parce qu'on se rend compte du coup, et on est en train de se dire tous, bah, ça va plus, sauf qu'on ne peut pas simplement s'arrêter là et dire ça va plus, et voilà. Non, ça va plus, et donc il faut le remplacer par autre chose. Parce qu'on a bien besoin tous d'avoir quand même une ligne de direction temporelle, où on se dit, tel qu'on est aujourd'hui, bon, ça ira mieux demain, ça ira mieux plus tard. Ou alors on peut dire, pourquoi pas, à la limite, on est très bien comme on est, revenir à une notion de permanence, et dire, bon, alors arrêtons-nous là. Et en tous les cas, il nous faut quelque chose, il nous faut un discours, il nous faut une méthodologie à suivre. On ne peut pas simplement décrier le progrès sans le remplacer par autre chose. Et ce qui manque aujourd'hui, absolument cruellement dans notre société, avec mon avis, mais ce qui manque vraiment cruellement dans notre société, c'est ça. C'est un projet concurrent au progrès qui permettrait de le remplacer. Et on l'attaque de plus en plus fort, le progrès. Et à nouveau, sans doute avec des raisons, sauf qu'on génère de plus en plus de malaise, de mal-être, de catastrophes, parce qu'on ne le remplace par rien d'autre. Donc le progrès technique en tant que tel, en tant qu'on maîtrise de plus en plus la matière, l'univers qui nous entoure, etc. Oui, bah ça c'est aussi vieux que le monde, peut-être pas aussi vieux que le monde, mais en tout cas que l'humanité, et c'est notre direction. Mais j'y vois pas de mal. En soi, par contre, la valorisation du progrès technique comme moteur de société capitaliste, ça devient un vrai problème. J'ai pas la solution, évidemment, désolé, mais je ne sais pas quoi vous dire de plus. Si ce n'est qu'il faudrait qu'on s'y intéresse tous et que le politique prenne les choses en main là-dessus, et on en est très très loin. Tout le monde a oublié ça, en fait. Tout le monde a oublié cette problématique. On aime bien critiquer, on aime bien rejeter tout ce qui ne va pas, mais l'essence même du politique, ça devrait être de réfléchir à ça, de nous dire, bon, ben, mettons-nous tous ensemble, on va dire beaucoup de bêtises, et puis peut-être il y aura quand même une idée intéressante, ou deux ou trois, et puis si on nous entend sur ces idées-là. Et comme on ne le fait pas, je fais une simplification, mais comme on ne le fait pas, une des causes de l'éclatement quand même du corps social occidental en micro-société, sans aller encore jusqu'au niveau de Julia, mais on s'y approche gentiment, c'est précisément parce que comme on n'a plus de modèle, le modèle qui était censé nous fédérer tous, on ne l'aime plus trop, et du coup, qu'est-ce qu'on cherche des modèles concurrents? On n'en a pas, donc on cherche des modèles concurrents proches de nous. Les gens proches de nous, et on a envie de... Et on s'éloigne les uns les autres, on se regroupe en petits comités, et on s'éloigne les uns des autres, et on a de moins en moins l'idée qu'on fait société ensemble, parce que on ne sait plus quel est le projet de la société. Et je ne dis même pas la société française, ni européenne, mais vraiment occidentale. Donc j'englobe l'Amérique, le Canada, enfin l'Occident. Qu'est-ce qui fait que voilà, on continue? Si on n'a plus envie de progrès, c'est dramatique. Et en même temps, on a bien conscience qu'on ne peut pas continuer, probablement pas comme ça, ou en tout cas, si on continue, il y aura des coûts très lourds à payer. Alors peut-être que certains sont prêts à les payer, d'autant que c'est pas eux qui paieront la facture, certainement. Donc, sans presque les autres les payent, probablement, ce qui fait que le système n'est pas prêt de s'arrêter, de caler comme ça. Mais c'est une sacrée problématique qui mériterait un très beau livre de science-fiction. Mais si, il y a toujours une piste ou deux, notamment il faudrait très certainement réinstaurer, réhabiliter, revivifier l'économie symbolique. L'économie symbolique, c'est
la rétribution qu'on peut avoir plaisir à recevoir qui ne soit pas de l'argent, qui ne soit pas lié à l'argent, qui ne soit pas lié au matériel. Ça a toujours existé dans les sociétés, beaucoup plus d'ailleurs que dans la nôtre, mais la production matérielle ayant pris le pas sur le reste, justement le capitalisme productiviste a absorbé tout le reste, et les récompenses concurrentes se sont effritées au fur et à mesure, et aujourd'hui on en a toujours un peu, mais c'est quand même beaucoup moins prégnant que ce que ça pourrait l'être, et ça serait déjà une très bonne chose. Vous voyez, par exemple, je dis ça, mais voilà, c'est vraiment en l'air, hein, n'y voyez pas quoi que ce soit d'autre qu'une réflexion comme ça, mais les mouvements politiques, ne serait-ce que les mouvements politiques de gauche ou écologistes, le premier truc moi, qui me viendrait à l'idée si j'étais dans ces mouvements-là, et sans doute pour ça que je n'y suis pas, ça serait de réfléchir comment on récompense les gens qui feront de bons efforts pour aller dans le bon sens. Là, il faut s'entendre sur le bon sens et les bons efforts, et tout ça est déjà très problématique, mais oublions ces questions-là, elles sont les de côté. Ne serait-ce que récompenser les gens. Parce que si on se contente de dire aux gens, ouais, mais vous êtes très bien parce que vous prenez 2 douches chaudes par semaine, ça va pas marcher, ça va marcher un temps, on peut marcher par la peur, on peut marcher par l'angoisse, on peut dire aux gens, attention, on va tous mourir. Oui, mais on sait bien qu'en vrai, l'être humain marche pas bien comme ça. Il faut quelque chose de positif. Donc il faudrait une économie symbolique, pourquoi pas même sanctionnée par l'État, reconnue par un ministère, pas simplement. Mais c'est du travail, ça, c'est une réflexion considérable. Je dis ça et je dis pas grand chose en même temps, mais voilà, ça manque. Mais sans ça, si déjà vous n'êtes pas capable de dire aux gens, je vais vous récompenser, pas par de l'argent, et évidemment pas par du matériel, parce que précisément, quand on est écologiste, on essaie de dire il faut se calmer sur la productivité, si on n'essaie pas de remercier les gens et de les récompenser, eh bien, on est déjà très mal parti. Et encore, il y a tout le reste des autres questions dont on parle, qui ne sont même pas résolues. Mais alors ça, si elle n'est pas, à mon avis, vous n'allez pas loin. Bon, voilà. Mais vous voyez, pour dire, voilà, donc pour clôturer la fameuse seconde question de Hugo, il peut toujours avoir de l'espoir que, à un moment donné, une société se ressaisisse, réagisse et essaie de trouver une solution. Pour l'instant, on ne la voit pas, mais il ne faut peut-être pas complètement désespérer. Moi, je ne suis jamais très optimiste, donc je ne peux pas vous dire que j'attends le meilleur, mais espérons le meilleur, attendons-nous au pire, mais espérons le meilleur. Et pour la première question, c'était la réponse était oui ou pas? Alors, pour la première question, il m'a mis un petit texte. Alors, pourquoi Hugo, Louise? Vous voyez, ça c'est Hugo. Pourquoi Louise? Réponse en 3 points. Premier point, parce que c'est drôle. Ok, Voilà. Bon premier point. Deuxième point, parce que Louise, étymologiquement, signifie illustre combattante, ce qui est le cas de Julia. Très bien. Et troisième point, je continue à citer, parce que je pense à Louise Michel, qui fut l'une des figures de la Commune de Paris, qui revendique notamment une justice égalitaire et gratuite pour tous. Bon, donc je dis publiquement qu'il voulait me ridiculiser avec sa culture. Mais il a raison, Bah, c'est bien, il a raison. Bah, c'est fait, voilà. Même sans être là, Même sans être là, il arrive. Mission accomplie, très bien. J'aurais absolument pas répondu ça, donc ok. Voilà. Parfait. Merci Hugo. Merci Hugo. Pour revenir à des questions plus simples au niveau des réponses, on va dire. En février, lors d'un autre événement à la librairie, on a eu un échange et il en ressortait que la meilleure façon de survivre à une apocalypse était la dictature. Pensez-vous que ce soit le cas? Vous avez ça comme échange à la librairie. La meilleure façon de survivre à l'apocalypse, c'était la dictature. C'était en février avec 2 romans. oui, mais alors c'est pas une question aussi simple que ça, parce que ça dépend comment on définit ce que survivre, apocalypse, et... oui, c'est en post-apocalyptique. Non, mais que... survivre, ça veut dire quoi? Est-ce que survivre, ça veut dire tant que je mange des rats et que je meurs pas de faim, mission accomplie, et donc c'est bon, j'ai survécu? Ou est-ce qu'on veut dire survivre avec dignité, par exemple, en mentant avec dignité, comme un être humain tel qu'on le définit? Ce qui n'est pas du tout, évidemment, la même chose. Et ça pose une vraie grande question de nos démocraties, justement du droit, des grands droits, des droits de l'homme, etc. Donc, sans besoin de parler d'apocalypse, à peu près toutes les dictatures s'en moquent et nous rigolent au nez en disant ça vous rend faible. Alors, si la question c'est de dire, quand on a un désastre, il faut un commandement militaire
les gens qui obéissent à des ordres qui viennent d'en haut, parce que c'est la seule façon de s'organiser vite et fort pour un événement brutal, et donc survivre tout court, physiquement, alors sans doute, et en tout cas pour un temps. Sans doute le temps qu'on se restructure et qu'on arrive à sortir de l'apocalypse, ou en tout cas à sortir des dégâts engendrés par l'apocalypse. Sans doute, s'il faut se mettre en vote et échanger pendant des mois pour prendre une décision, voilà, c'est difficile. Donc les dictatures sont toujours plus efficaces matériellement que les démocraties. Si on veut dire est-ce qu'on veut survivre mais pas au prix de notre dignité, non. Et peut-être qu'il vaut mieux mourir que de survivre dans le sens de uniquement survivre physiquement. Vaste débat. Et donc je disais, ça pose la question des démocraties. Nos démocraties, le droit naturel, le droit positif matiné de droit naturel, l'idéal juridique implique l'absence de violence dans la production de la norme. Il ne faut pas se battre, il ne faut pas imposer. Dans une démocratie, on n'impose pas normalement, alors c'est passé de mode un peu, hein, je ne vous l'apprends pas. Mais justement, tout ça pose ces vrais problèmes-là. Dans une démocratie, on n'impose pas la loi. On la négocie, on la discute, on la vote, et après, la force intervient, parce qu'une fois que, au moins, la majorité, quelle que soit la façon dont on la définit, direct, indirect, bon, là aussi, plein de nuances, mais quand la majorité a décidé que l'on souhaitait aller comme ça, celui qui ne suit pas cette norme-là, qui viole la règle, doit être puni, c'est la logique. Donc la force revient, mais elle revient en bout, elle ne revient pas au départ. Donc, puisque la force doit être absolument interdite dans le processus générateur de la norme, évidemment, c'est des discussions, c'est du temps, ça demande aussi de l'intelligence, de l'ouverture, de comprendre que dans une société, on n'est pas censé avoir toujours raison. Moi, peut-être que mon idéal de société française, pour rester dans notre société à nous, n'est pas la vôtre et la vôtre. Et bien sûr que non, on n'est pas censé avoir tous, on n'est pas des clones, donc on n'est pas censé avoir tous le même idéal de vie en société. Par contre, si on n'a pas le même idéal de vie en société, on est censé pouvoir s'entendre assez pour faire des compromis tous, et se dire oui, ok, j'ai pas ce que je veux là, mais quand même, d'abord, l'essentiel me paraît sauvegardé, et puis j'ai pas ce que je veux là, mais là j'ai un peu ça quand même, et puis l'autre, s'il a ça, c'est pas parce que c'est un voyou qui m'a tout pris, mais c'est parce que lui aussi il perd d'autres choses ici, et il y a un consensus, et c'est comme ça qu'on fait société ensemble. Bon. Et ça prend du temps, ça prend de l'énergie, et effectivement, si on est dans une apocalypse totale, voilà. Alors, petite parenthèse, période Covid, je vous rassure, je ne vais pas faire de politique, je vais tirer un constat global. Toutes nos sociétés, là aussi, donc restons occidentales, démocratiques, en effet, se sont totalement arrêtés au niveau tout court, mais au niveau juridico-philosophico-social, à l'arrêt complet. Quelque chose d'absolument impensable pour moi, juriste éduqué dans une culture juridique forte, notamment, par exemple, le principe de liberté d'aller et venir en Europe est sacré. Quand le Covid est arrivé, et c'est pas que la France, tout le monde a fermé, mais sans passer par un processus qui aurait dû être celui qui aurait permis éventuellement, et encore, je n'étais pas sûr, d'empêcher les gens de circuler. On a dit non, on n'a pas le temps, allez hop, on arrête, et maintenant tout le monde dort, et sinon, bim, alors bim, non, parce qu'on n'est quand même pas non plus, on n'est pas nous tuer, bon, en tout cas, peut-être pas, je sais pas, tout le monde est resté chez soi, donc c'est difficile à savoir, dans le doute, on est resté chez nous, mais a priori, bon, on n'est quand même pas non plus dans les pires des dictatures, il ne faut pas non plus exagérer. Mais on nous a, non mais, que le résultat était là, que peut-être il fallait en passer par là, je vous dis, je ne m'intéresse pas à ça, je fais ni politique, ni je ne suis pas virologue, j'en sais rien, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est que le processus normatif qui aurait dû être suivi pour arriver à ce résultat ne l'a pas été.
Donc, à partir de là, on est dans une situation très fragile, en fait. Et oui, et c'est pas l'apocalypse c'est déjà grave, mais je veux dire, c'est pas... Voilà, c'est pas l'apocalypse, les zombies couraient pas dans les rues de Paris. Alors, à un moment donné, sur les infos, oui, effectivement, on n'en était pas loin, mais en vrai, bon, moi quand je regardais par ma fenêtre, je voyais pas de zombies, je voyais personne du reste à un moment donné. Hein. Bon, moi j'ai vu personne par ma fenêtre, mais certainement pas des zombies qui couraient. Non, mais si j'avais vu peut-être 300 zombies zonés dans ma rue, on n'aurait pas eu besoin de me demander de rester chez moi, j'y serais resté, de toute façon. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas l'apocalypse au sens là, et déjà, on a littéralement fait exploser notre système juridico-démocratique, et donc on est allé dans une voie dictatoriale, c'est-à-dire une décision qui vient du dessus, non qu'on peut trouver légitime ou pas de tas de points de vue, mais qui n'est pas légitime juridiquement. Et ça m'a fait très peur, donc à nouveau en tant que juriste, au niveau juridique, ça m'a fait très peur, et ça nous apprend qu'en vrai, en effet, quand il y a une situation dangereuse, on oublie les règles. Et je ne sais pas si c'est le meilleur moyen, pour clôturer la question, de survivre à l'apocalypse, mais je pense qu'en tout cas, c'est ce qui se passe de facto. Même si ce n'est pas le meilleur moyen, ça sera de toute façon le cas. Donc, réponse extrêmement nuancée que je ne vais pas vous synthétiser en une seconde. Voilà. Débrouillez-vous avec ça. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Soyez pas timide. Allez-y. Ah bah non, maintenant vous avez le droit, vous ne voulez plus poser vos questions. Si, allez, j'ai une question. Moi, je ne vous connaissais pas du tout en tant qu'auteur. Alors, j'ai commencé à lire sur les conseils de madame. Peut-être qu'il ne faudrait jamais suivre ces conseils. Faut jamais suivre les conseils de madame. J'avoue que je ne sais pas si c'est un... Je pensais que vous aviez écrit à deux. Lequel vous parlez de... Ah oui, oui, on l'a écrit à deux, mais... Oui. Mais moi, bon, je ne connais pas du tout, je ne connais pas l'autre non plus, alors... Alors on a égalité au moins, ouais. Et vous ne connaissiez pas sa culture, c'est déjà bien. Et j'avoue que le premier... Enfin, je ne sais pas... Premier chapitre, oui. Le premier chapitre, j'avoue que j'ai eu du mal. Hein. J'ai eu du mal et je me suis dit, oh, c'est mal barré. Est-ce que je continue? J'ai continué, bon, avec Julia, machin chose. J'aime bien le robot. Hein. Puis alors, ça m'a fait marrer les références à THX 1138. Ça m'a rappelé ma jeunesse. Folle, que j'imagine. Oui, c'est ce qu'on appelle folle. 68 et compagnie, oui, c'était un peu fou. Mais ça... Je ne suis pas sûr que pour les lecteurs d'aujourd'hui, THX 1138... ça dise quelque chose. Et comme je vous le disais, je pense que c'est bien qu'une œuvre ou deux ne soit pas connue. D'abord, parce que ça peut donner envie aux gens de la découvrir, et ensuite, parce que ça les confronte à ce que peut être quelqu'un qui arrive dans un clan dont il ne comprend pas. Parce que quand vous connaissez l'univers, vous le comprenez naturellement, parce que vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, en tant que lecteur, vous vous dites, mais de quoi ils parlent? Mais comment ils vivent ces gens, en fait? Et voilà. Et cette interrogation-là, je pense que ça peut être sympathique qu'un lecteur la ressente aussi. Et puis après, le but c'était pas de faire non plus... on peut pas tomber juste... Enfin, certainement avec tous les lecteurs qui connaissent tout, ce que je vais mettre. Donc de toute façon, il y aura des gens confrontés à une inconnue, mais à nouveau, je trouve ça bien. Non, mais ça m'a rajeuni. Hein. Et puis vous, ça vous a rajeuni, ce qui est déjà, je vous ai offert une cure de jouvence. Remerciez madame. Donc, entre Brésil et 1138. Remerciez madame, elle vous a rajeuni grâce à moi. Ça m'a rajeuni. Je me suis même pensé en disant, oh, il doit être vieux pour faire ça. Et maintenant que vous me voyez, qu'en pensez-vous? Ah, vous êtes vieux. Ah voilà. Bah, voilà. Peut-être pas comme moi, mais... Après, c'est quand même pas des références non, mais, actuelles. Non, mais je vais connaître des films et peut-être encore plus des livres de gens, enfin que lisaient des gens quand ils étaient jeunes ou qu'ils voyaient quand ils étaient jeunes et qui ne sont pas du tout de ma génération. C'est pas forcément. Tout le monde connaît Laurel et Hardy ou Charlot, c'est pas forcément... enfin tout le monde, peut-être pas les jeunes de 20 ans aujourd'hui, c'est encore... voilà, le temps ayant passé, peut-être que c'est pas le cas, mais je suis allé voir le biopic sur Elvis, bon, c'est pas ma génération, j'ai beaucoup aimé le biopic pour longtemps, je le connaissais.
Après, est-ce que c'est ma génération? Non, les Beatles, c'est pas ma génération, je les connais, et je connais certainement, en fait, en vrai, pratiquement toutes leurs chansons, parce que ça nous a été saturé, ou pas toutes, mais en tout cas les plus connues. Et c'est pas forcément bon. Après, en 138, on n'est pas au niveau de Charlot, ou au niveau... ok. Mais à l'automne sort une BD absolument géniale sur la vie, en tout cas sur la genèse de Star Wars, et donc qui parle de toute la jeunesse et de la vie de George Lucas. Et donc là, pour le coup, on parle longuement de son du premier jet en gros, parce qu'au départ c'était un petit court-métrage, et après du film entier. Donc les gens qui connaissaient pas, de toute façon, ils vont dire c'est BD en octobre qui est génial. Moi je l'ai trouvé sur DVD, Monstre 38. Oui, il est accessible, je pense, relativement. Enfin, il faut le chercher. Vous ne tomberez pas dessus par hasard en voulant. Oui. Non, mais là, ils auront lu la BD, ils sauront, et puis ils auront lu. Tout fan de Star Wars, normalement, tout grand fan de Star Wars doit connaître au moins de nom THX. Et puis tout ce gars qui est parti aussi, qui a fréquenté les cinémas dans les années 90, connaît aussi THX, parce que c'était le nom du système de sono de tous les cinémas à un moment donné, n'oublions pas. Avec ce démarrage-là. Tout le monde, non. À nouveau, les jeunes ne le connaîtront pas. Mais... parce que THX, c'est quand même des 72. Hein. Oui. Oui. Une autre question. Ça met combien de temps à écrire un livre à 4 mains? Alors la réponse va être extrêmement des années pour Hugo, qui portait cette histoire en lui, beaucoup moins pour moi. Donc si on fait une moyenne, je ne saurais pas dire, mais c'est un livre, d'abord, chaque auteur a son rythme. Il y en a qui vont mettre 10 ans pour faire un livre, et il y en a qui feront, alors 10 livres en un an peut-être pas, ou alors les trucs de gare, Polar Bagarre, mais beaucoup de gens vraiment écrivent un livre par an, en gros. En tout cas, moi c'est largement mon cas. Voilà, donc je dirais un an normalement, mais là, ça a été très particulier. Mais attention à nouveau, c'est parce qu'on est désynchronisé. Après, Hugo a eu une expérience avec Gilles Dumay, comment il s'appelle son nom de scène, Thomas Day. Et il a eu c'est l'école des assassins, je crois qu'ils ont fait tous les deux, je sais plus, enfin ils ont fait un livre 4 mains. Là, ils sont enfermés dans une maison où ils ont vécu tous les deux pendant, je sais plus, un mois, je crois, entier, à ne faire que ça. Mais à échanger et à écrire en même temps. Ça, c'est une autre expérience que je ne me verrais pas du tout faire. Et du coup, de manière désynchronisée, comment on arrive à s'accorder sur des histoires différentes dans le même univers? L'avantage, c'est que déjà, on a la même philosophie avec Hugo, on a les mêmes idées sur ces questions-là. Donc déjà, il n'y a pas de désaccord, il n'y a pas besoin de discuter. Quand j'ai lu ce qu'il avait écrit, je ne me suis pas senti en terre étrangère. Hein. Donc bon, ça enlève beaucoup de friction, parce que si vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur le message que vous voulez délivrer au final dans votre livre, ça va être compliqué. Là aussi, on peut s'entendre, on peut négocier, mais ça va prendre du temps. Là, c'était pas le cas. Ensuite, à nouveau, j'ai pas touché sa partie, donc il n'a pas touché la mienne. On les a liés à un moment donné temporellement dans le récit, mais voilà. Davy, donc l'éditeur Mu, nous a fait faire un changement. Enfin, du coup, il a fait faire à Hugo, mais Hugo écrivait au passé et j'écris au présent. Et on n'avait pas fait attention à ça du tout, vous dire à quel point on travaillait en désynchronisé. Et effectivement, on avait la question de se poser de s'il ne fallait pas uniformiser, parce qu'on avait l'impression qu'il y avait une partie qui se passait avant l'autre. Mais Hugo avait la logique du conte. Mais moi, j'écris jamais au passé, je peux pas. J'ai besoin d'écrire au présent, parce que je vois l'action, l'histoire en même temps que je l'écris. Et puis ça m'implique. J'ai l'impression toujours d'être décalé quand j'ai quelque chose dans le passé. Moi, j'ai l'impression que ça s'est passé. Donc, voilà. Et alors là, donc uniformisé. Mais c'est pas si difficile que ça, mais parce qu'on a écrit de façon désynchronisée avec Hugo, mais on a vraiment une synchronicité sur tous les sujets qui lui plaisaient, tels que, bon, on n'a pas tellement discuté non plus. Oui, c'est fait vraiment... mais c'est une chance aussi, enfin c'est une chance, c'est aussi pour ça qu'on l'a fait, mais c'est...
Hugo, c'est quelqu'un vraiment dont je me sens proche amicalement, on a des idées vraiment, tout en étant différents, mais on est juristes tous les deux, ce qui aussi rapproche, enfin, en tout cas, pour écrire ce genre de livre, etc. Donc ça a été très souple, très simple. Pas compliqué. Avec un autre auteur, ça pourrait être très différent. Je pense que chaque livre, surtout à quatre mains, est une expérience unique, difficile à reproduire. Avec Hugo, je pourrais reproduire ça éventuellement, parce que mais on travaillerait désynchronisé encore. Je pourrais pas travailler en synchronicité avec quelqu'un de toute façon. C'est peut-être chiant en plus. Oui, ça doit être compliqué, vous avez envie. Non, puis c'est pas ma façon d'écrire. Parce que je sais jamais trop bien ce que j'écris quand j'écris, moi, au moment où je l'écris. Je sais ce que je veux dire en gros, mais je sais pas comment je vais le matérialiser. Donc je peux pas en discuter. Je peux discuter de l'idée. Je peux pas en discuter tant que je l'ai pas écrit. L'idée. Donc il faut que je l'ai écrit pour pouvoir en parler. Donc de toute façon c'est fait. Bon, une fois que c'est fait, c'est désynchronisé. Mais comme ça, discuter, ah tiens, si on écrit ça, non, c'est pas pour moi. Mais après, chacun, voilà. En fait, vous êtes les nouveaux Souvestre et Alain. On est toujours les nouveaux de quelqu'un. Est-ce qu'on a une dernière petite question? J'ai une question sur la table des matières. Est-ce que c'est le fait d'avoir chacun son chapitre, elle est à la fin? Qu'est-ce qui vous a... En fait, quand je lis un livre, j'aime bien regarder ce qu'il y a au début, les préfaces s'il y en a, je regardais à la fin. Et là, j'ai trouvé une table des matières, donc j'étais très contente. On l'a pas toujours. On peut avoir des livres où on a des successions de chapitres avec des titres, mais pas toujours ou un sommaire ou une table des matières. Et là, je me dis, mais elle est super. En plus, quand je veux revenir à un chapitre que j'ai bien aimé, hop, je la reprends. Et je me demandais si c'était une idée qui s'était fait naturellement. Alors, je pense que ça tient déjà au démarrage par Hugo, qui met des titres, ce qui n'est pas mon cas, mais du coup je l'ai fait, puisque je voulais suivre ça dans mon nomenclature, mais il met des titres. Ce qui aide à faire une table des matières, parce que si vous avez que des numéros, moi j'ai que des numéros, donc bon, allez vite fait, pas la peine. Bref, cette trilogie-là, table des matières, bon. Lui il met des titres, donc déjà ça a aidé. Et ensuite, on l'avait pas faite à la base, c'est l'éditeur qui a eu envie, parce que je pense qu'il trouvait les titres aussi sympathiques à lire. Alors je sais pas si ça aide tellement à rentrer dans le récit pour autant, mais les titres sont agréables, je pense, à lire. Vous voyez, ça vous a plu, bon, c'est sympathique pour ça, puis ça vous aide peut-être, effectivement, quand vous reprenez le livre, vous reprenez la table des matières, ça vous aide à vous repérer dans le... mais c'est vraiment Hugo à la base, et puisque d'ailleurs... je le refais plus du tout maintenant. Mais c'est vrai que j'ai jamais pensé à une table des matières pour un roman. C'est pas fréquent, hein, oui, c'est pas si fréquent que ça. Ça arrive, mais ça se voit de moins en moins. Ça se voit de moins en moins, surtout. Oui. Ça l'était avant, quand il y avait souvent des titres ou des c'est ça, en fait, il faut avoir envie de faire un titre. Et c'est pareil, moi j'ai du mal. Enfin, il faudrait que je le fasse, bien sûr, rétrospectivement. Une fois que j'ai écrit, mais je peux pas faire le titre avant. Et sans doute que ça me bloque. Enfin, c'est pas que ça me bloque, mais après j'y pense plus. Mais c'est effectivement, c'est pas une mauvaise approche. Je suis content que ça vous l'ayez noté, que ça vous plaise. Bon, et merci beaucoup. Avec Si vous avez encore des questions, vous pourrez les poser pendant la dédicace. Je vais pas regarder s'il y avait des questions Insta, mais comme je vois rien, c'est compliqué. Voilà. Donc, merci. Je répondrai sinon à distance. Merci Désynchroniser beaucoup. aussi. Oui, c'est ça. Avec plaisir. Avec plaisir.